Aux portes de la Champagne et de la Bourgogne, le pays de Langres regorge de trésors qui ne demandent qu'à être découverts. À commencer par sa capitale, la fière citadelle de Langres, riche de 2000 ans d'histoire et ville natale du père de l'encyclopédie, Denis Diderot. La fameuse encyclopédie de Diderot, 20 millions de mots, 72 000 articles, 2880 planches d'illustrations. Le pays de Langres, c'est aussi un oasis de verdure, avec ses 400 km de circuits de randonnée qui réservent quelques merveilleuses surprises. Cette eau qui est toujours limpide, qui donne toujours envie d'aller piquer une tête, même s'il ne faut pas le faire, c'est interdit. Et c'est un site naturel qui est classé pour une bonne raison. Un pays de sources et de lacs, 4 en tout. Très prisé des pêcheurs et des amoureux de la faune exceptionnellement dense du pays de Langres. Notre silure, qui est pas content là, a énormément de mucus sur son corps, donc c'est très difficile de le tenir. Nous suivrons aussi l'un des chefs cuistots les plus connus de la région dans sa quête des meilleurs produits locaux. Là, ton cochon, Joël, tu l'as préparé. Ah, t'as raison d'avoir un regard inquiet. Alors, il fait quel poids, là? 106 kilos. Ouais, donc ça fera 80 et quelques kilos de viande. Voilà. Enfin, histoire de perdre quelques calories, nous embarquerons à bord de la drôle d'invention du Géo Trouve-Tout local. On est bien, on est comme dans une chaise longue et on pédale. Alors attachez vos ceintures, votre voyage au surprenant pays de Langres commence maintenant. C'est à Langres, au sud du département de la Haute-Marne, que commence notre périple. Accrochée à son éperon rocheux, voici l'une des plus vieilles villes de France. 17 siècles d'histoire ont façonné cette citadelle, la plus grande enceinte fortifiée d'Europe. Cet immense chemin de ronde, David Covelli l'arpente chaque jour depuis qu'il est né. Ne cherchez pas, le meilleur guide de Langres, c'est lui. Il connaît la moindre meurtrière de ses tours. Les remparts de Langres sont exceptionnels pour plein de raisons. D'abord, leur longueur, plus de 8000 mètres. Ensuite, leur diversité, puisque tous les ouvrages défensifs sont représentés. L'enceinte du IIIe siècle, des petites tours carrées médiévales, des énormes tours d'artillerie du début du XVIe siècle. Jadis ville frontière, Langres cherche très tôt à se protéger de ses nombreux ennemis. C'est vers la fin de l'Antiquité qu'est érigée la première enceinte. Elle sera renforcée par touches successives durant les siècles suivants, notamment par 5 tours d'artillerie monumentales. Alors nous approchons du plus gros édifice fortifié de Langres. Il fait 30 mètres de diamètre, 20 mètres de haut, avec des murs de 7 mètres d'épaisseur. La tour de Navarre, construite il y a 500 ans à peu près, sous François Ier. Avec ses énormes pierres bosselées et ses gargouilles monstrueuses, la tour de Navarre avait de quoi faire peur aux ennemis du royaume. Quand il l'a inaugurée, François Ier l'a pourtant trouvée un peu trop petite. Il y a eu une petite erreur dans la construction. Les plans ont été donnés en mesure royale et exécutés en mesure langroise. Un pied de roi fait 33 cm, un pied langrois n'en fait que 27. Donc cette tour aurait pu être encore plus grande qu'elle n'est. 6 mètres plus grande, très exactement. Mais en avait-il vraiment besoin quand on sait que la cité n'a finalement jamais été attaquée? Henri IV l'avait d'ailleurs surnommée Langres la pucelle. Mais Langres possédait plus d'une corde à son arc pour assurer sa défense. Alors forcément, la défense d'une ville, c'est de la pierre, mais c'est aussi des hommes également. Et ces hommes, chargés de défendre leur cité, c'étaient les halbardiers, une milice 100% locale. Et un privilège pour Langres, puisque partout ailleurs, ce sont les troupes du roi qui occupaient les remparts. C'est impressionnant parce que ce sont presque les mêmes armes qui servaient donc, sur les remparts, des armes portatives, anciennes, mais efficaces. Messieurs. Ces arquebuses sont peut-être efficaces, mais très longues à charger. Plus d'1 minute. Mieux vaut ne pas rater sa cible. À vos armes, s'il vous plaît. Autre inconvénient. Elle pouvait rendre sourd. Merci David pour cette démonstration. Partons maintenant chercher un peu de calme. Au cœur de la forêt du pays de Langres, qui occupe la moitié de son territoire. Vous y croiserez peut-être Jean-François, un randonneur invétéré, amoureux du pays de Langres. Il a balisé lui-même les chemins forestiers de sa région. Alors nous nous trouvons ici, en Pays de Langres,
Donc ici c'est la carte des circuits de randonnée. Donc on a une quarantaine de circuits de petite randonnée et puis 2 circuits de grande randonnée, les 2 passant à Langres. Donc il se situe au centre de la carte. Donc là ce que je vous propose c'est d'aller sur ce secteur-ci, aller voir un point exceptionnel du pays de Langres en termes nature. Donc bon, on va y aller. Quelle surprise peut bien nous réserver notre amoureux de la nature? Pour le savoir, nous prenons la direction de Roland-Pont, l'un des secteurs forestiers les plus préservés de la région. Alors, nous sommes ici sur la tuffière de Roland-Pont. C'est une des plus importantes cascades pétrifiantes du département. Et c'est un endroit que j'aime particulièrement en milieu forestier. Il y a toujours le clapotis de l'eau qu'on entend. Cette eau qui est toujours limpide, qui donne toujours envie d'aller piquer une tête, même s'il ne faut pas le faire, c'est interdit. Et c'est un site naturel qui est classé pour une bonne raison. Mais c'est un endroit qui est toujours magique parce qu'à chaque fois qu'on revient, la configuration des lieux change. L'architecte de ce coin de paradis, c'est le calcaire contenu dans l'eau de la rivière. Année après année, il se dépose sur les feuilles et crée une roche qu'on appelle tuf. Alors, ici, on voit très bien comment se crée le tuf. Donc l'eau arrive, rencontre toute cette matière végétale, les feuilles, la mousse, les branchages, etc. et finit par pétrifier toute la matière végétale, créant un espèce de monumental escalier de tuf naturel. Après plusieurs milliers d'années, ce tuf finit par former des carrières immenses comme celle-ci. Donc là ici nous sommes dans la tuffière fossile qui était exploitée. On voit très bien ici le phénomène qu'on a vu dans la tuffière active, l'arbre qui était tombé, qui commençait à être pétrifié, ben celui-là, voilà, en fait, le trou ici et tout ce qui est à l'intérieur, c'est l'arbre qui est complètement pétrifié par le tuf, qui après s'accumule pour former des gigantesques falaises comme celle-ci, qui s'étendent sur un large périmètre et qui ont été exploitées par l'homme pour ses matériaux de construction. Dame Nature fait des merveilles avec le tuf. L'homme, lui, s'en servait pour construire des cheminées. C'est à quelques kilomètres de là, au bord du lac de la Lièze, que se trouve le rendez-vous incontournable des gourmets de la région. Allez, on y va. Nous avons rendez-vous avec son chef, Joël Bourrier. Grâce à lui, les bons produits régionaux n'auront plus aucun secret pour nous. 19, s'il vous plaît. Enfant du cru, il a quitté le pays de Langres pour ses études de cuisinier, avant d'y revenir et de monter son restaurant il y a 28 ans. Je suis revenu premièrement pour le pays, parce que c'est mon pays d'origine et je voulais absolument revenir dans mes contrées d'origine, pour être plus près de ma famille et de mes terres, de mes champs, de mes fleurs, de mes plantes. Son terroir, Joël en a fait son menu. Poisson, viande ou légumes, la quasi-totalité des produits viennent du pays de Langres. Il a d'ailleurs décidé de nous concocter l'une de ses spécialités. Donc ce sera un cochon braisé au miel et au vin rouge. On en salive d'avance. Mais avant de se lancer dans l'élaboration de sa recette, Joël veut absolument nous montrer l'élevage de cochons où il se fournit, chez les frères Gérard, à Ballem-sur-Marne. Salut. Bonjour Joël. On va voir les Comment cochons. vas-tu? Ah. Salut Joël. Salut Philippe. Didier et Philippe ont repris l'exploitation paternelle il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils veillent sur près de 300 cochons. Alors les filles, Là, il va aller chercher le mâle souffleur, c'est-à-dire qu'il détecte les truies en chaleur. Du fait qu'elles ont été sevrées le jeudi, 5 jours après, elles vont au mâle. Des premières portées. Ici, c'est un peu le bal des cochons. Les demoiselles sont alignées. Le mâle fait son apparition. Eh bien, il arrive, il est motivé. Et soudain, une rencontre. elle est immobile. Les oreilles droites. Là, va la séminer ce soir. Entre ces deux-là, les choses n'auront pas traîné. Et 3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard, Bon, voilà, Joël, t'as la salle de maternité. Les petits, les naissances du 12-6. Et aujourd'hui, ils ont 8 jours. Et bien là, dans 15 jours, ils vont faire les 8 kilos, quoi. Et là, ils font quoi? 800 grammes? 1 kilo? Non, il faut 1,5 kg, là. Bah, le cochon en France, il vient souvent de Bretagne. Imaginez s'il a été déjà transformé en Belgique, fumé en Allemagne et qu'il me revient chez moi.
Il a fait des kilomètres, ce pauvre cochon. Hein. Alors que tout simplement, à côté de chez moi, il est là. Il est bien nourri, bien élevé. Pourquoi j'irais ailleurs? Il s'amuse beaucoup, ces petits cochons. Hein. Bon, bah, là, ton cochon, Joël, j'ai préparé Ah, ton cochon. bien sympathique. Voilà. T'as raison d'avoir un regard inquiet. Alors, il fait quel poids, là? Bah, il fait 105, 106 kilos. Ouais, donc ça fera 80 et quelques kilos de viande. Voilà, Hein. 80 Ah, oui. kilos de viande à peu près, environ. Là, on est à un tous les 15 jours. J'espère un par semaine, mais... Ah oui, quand même. Ah, Ça devient intéressant. oui. Chez Didier et Philippe, on ne laisse à personne d'autre le soin de nourrir les cochons. Et c'est pour cela qu'ils cultivent eux-mêmes leur blé. Donc ça, c'est une parcelle qui va nourrir les cochons, en fin de compte, ça. Oui, bien sûr. Bah, Voilà. on n'est pas. C'est hein Non, non, nous, on vend rien. C'est la seule culture qu'on garde le maximum. C'est la matière première pour pousser les gras. Ton cochon, Joël. Voilà. Et le blé a été nourri avec le lisier. Oui, bien sûr. Ça coûte Ça- moins cher que de mettre du chimique. Hein. De toute façon, il faut bien qu'on en fasse quelque chose avec le lisier. Hein. Le lisier, ce sont les déjections des animaux. C'est un engrais idéal pour le blé et en prime, c'est plus sain. Décidément, tout est bon dans le cochon. La richesse du pays de Langres, c'est aussi ses habitants qui voient en leur région un trésor à mettre en valeur. C'est ce que s'attache à faire Angélique. Elle est guide à l'Office du tourisme de Langres. Aujourd'hui, elle nous emmène rencontrer Thibaut. Son truc à lui, les vélos à énergie solaire. Bonjour Thibaut. Ça va? Ça va, toi? Thibaut Saloignon est un jeune ingénieur fou de vélo. Mais ses vélos à lui ne ressemblent à aucun autre. Il en invente de toutes les formes et de toutes les tailles. Son dernier concept, un vélo transformable à l'envie. Tout est à assemblage mécanique, c'est comme un gros Lego. Donc on peut venir démonter, fixer des pièces un peu où on veut. On peut très bien imaginer accoupler deux vélos ensemble pour faire un tandem. Si on a envie de transporter son enfant, on peut venir fixer le landau entre le guidon et ça fonctionne. Et alors dis-moi, il y a plusieurs vélos un peu particuliers autour. Celui-là par exemple, qu'est-ce Oui, que c'est? alors ça c'est mon premier prototype de vélo mobile hybride solaire. Voici l'invention la plus insolite de Thibaut. L'engin ressemble à une fusée et pourtant il s'agit bien d'un vélo. C'est mon moyen de locomotion principal. Tiens, je vais te montrer. Donc on peut rentrer dedans assez simplement. On a les pédales qui sont devant. Donc l'intérêt, c'est d'être assis confortablement. On n'est pas sur une selle. On est protégé des intempéries, du froid en hiver. Et on est plus aérodynamique. J'ai rajouté tout ce qui est assistance électrique qui le rend hybride et ce qui permet de monter les côtes facilement, de recharger dans la descente, d'avoir une prise pour le GPS. Alors, si tu nous fais une démonstration, On peut aller faire un petit tour, oui. eh ben on y va. Pas de ceinture. On remet la capote. Et on y va. On est bien, on est comme dans une chaise longue et on pédale. Un petit peu d'assistance pour que ça soit plus facile. Et c'est sympa. Au tour d'Angélique d'essayer cette drôle de machine. Elle n'a pas l'air rassurée, notre guide. Ah, c'est très facile à conduire. C'est un petit peu comme une voiture, entre le vélo et la voiture. Et ce qui est rigolo, c'est le regard des gens qui trouvent ça original. Ça interpelle un peu les passants. Enfin, en tout cas, c'est très sympa. Ça change de l'ordinaire. Et allez savoir, l'avenir du vélo électrique se trouve peut-être au pays de Langres. Retour à Langres, où attend notre guide préféré, David Covelli. Il a rendez-vous sur l'un des remparts de la ville avec la brigade patrimoine en plein travail de restauration. On va se rendre sur le chantier de la brigade patrimoine, qui est une équipe municipale de tailleurs de pierre municipaux qui œuvre à la restauration des remparts de manière bien particulière. Paul, on rentre par là-bas ? Contre le temps qui passe, il n'y a pas 36 solutions. Cette grande dame de pierre doit régulièrement passer sur le billard.
Bonjour Paul. Et dans le rôle du chirurgien esthétique, voici Paul Silly, chef de la brigade patrimoine. Éclaté. Celle-là, elle a vraiment pris le gel. Celle-ci, ça part comme rien. Un marteau-piqueur en guise de scalpel et l'opération peut commencer. C'est un mortier à base de chaux. Donc on a un édifice qui date de 1603 et le ciment n'existait pas à cette époque. Si on mettait du ciment, on risquait de casser la pierre puisque le ciment est beaucoup plus dur que la chaux. La chaux a une certaine souplesse qui permet de faire travailler l'édifice. C'est pour ça que les vieux bâtiments sont toujours debout et que les bâtiments modernes ne finiront pas s'écrouler. Pas très optimiste, Paul, mais revenons à la vieille pierre. Toujours mouiller la maçonnerie avant. Ça permet d'enlever la poussière. Ça évite que le mortier sèche trop vite. Parce que la pierre va pomper l'humidité. Pour éviter à mouiller partout. Et voici la prothèse. De la pierre de Langres, en provenance directe des carrières calcaires de la région. Donc là, je fais ce qu'on appelle une pose en tiroir. Je la rentre tout bêtement comme on rentrerait un tiroir de manière classique. 2,5 tonnes au mètre cube le tiroir tout de même. Il faut que mes joints soient parfaits, parce que même à distance, ça se voit énormément. Une fois que c'est aligné, c'est une question d'habitude, et après on se positionne, on arrive à voir, on a l'œil. Cela va faire 10 ans que Paul opère sur les remparts de Langres. Soigner le patrimoine, c'est son serment d'Hippocrate à lui. Travailler sur les chantiers monuments historiques, ça a toujours été mon rêve. Dire, voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai aidé à sauvegarder un monument, du patrimoine, et je le lègue aux générations futures. Et ça, on a tous une satisfaction quand on réalise ça, quoi. Le boulot de Paul, c'est effectivement d'intervenir sur du préventif. Voilà, changer quelques pierres maintenant pour éviter d'avoir à changer 10, 20, 30 fois plus dans quelques années quand justement les autres pierres auront été abîmées. Soyez rassurés, David. Grâce au travail de la brigade patrimoine, nul doute que les vieilles pierres de Langres sont entre de bonnes mains. C'est en plein cœur de la campagne que nous a donné rendez-vous Joël. Après le cochon, c'est de miel dont notre chef a maintenant besoin pour sa recette. Et le miel, Joël vient le récupérer directement à la source. Alors là, j'ai installé mes ruches. On est sur un terrain un peu sauvage, où les ruches sont orientées sud-ouest, protégées du vent du nord. Pour approcher de ces petites bêtes sympathiques, on va devoir s'équiper. Alors un pantalon étanche, la veste et les gants. Je suis un peu allergique. Donc il vaut mieux que je ne me fasse pas piquer. Un apiculteur amateur, allergique aux abeilles, ça promet. Alors les abeilles sont pas spécialement agressives, simplement nous sommes des voleurs pour elles. Nous venons prendre leur richesse, c'est-à-dire leur miel. Donc quelque part, il est normal qu'elles réagissent face aux voleurs. Pas très rassurant tout ça. On vous laisse passer devant, Joël. On va commencer par laquelle ? Alors là, il n'y a pas beaucoup de mouvement, parce qu'on est au milieu de la journée, elles sont parties en collecte. C'est à ce moment-là qu'on peut agir, parce qu'elles sont les moins nombreuses dans la ruche. Alors on est un peu passé la saison des fleurs, mais elles trouvent toujours quelque chose. Il y a toujours une plante où elles peuvent se rassasier. Alors, on va enlever le couvercle. On va gentiment enlever la toile. On va tirer les cadres. Donc s'il est très léger, c'est qu'il n'y a pas de miel. Et on a le petit outil indispensable. C'est un petit plumeau qui va permettre de balayer les abeilles sans les blesser. On les balaye doucement, elles ne se sentent pas trop agressées. Bon, des fois, il faut un peu... Voilà. Allez les filles. Oui mes chéris, oui, on vous embête, oui. C'est pour la bonne cause. Voilà. Voilà, cadre bien lourd. Voilà donc le trésor de Joël, niché dans ces cadres en bois. La création de ces cadres est très intéressante parce qu'elle est locale. Le petit village à 2 km d'ici s'appelle Vaux-sous-Aubigny et a vu naître un monsieur qui s'appelait Charles Dadan. Et il a créé ce système de cadres interchangeables et ce format qu'on appelle toujours aujourd'hui le format Dadan. Faites attention à vous, Joël. On dirait que les abeilles sont de retour de leur collecte.
pas être contente. Hein. Je les sens qui tournent là. Hein. Et autour de vous aussi. Hein. Imaginez-vous sans le vêtement. Ne soyons pas trop gourmands. Pour la recette de Joël, 6 cadres d'Adam seront largement suffisants. Je leur ai mis vide et elles l'ont rempli. Et le cadre fait peut-être, je sais pas, 200 grammes vide. Et là, ce que j'ai dans les mains, c'est au moins 1,5 kg. Chaque abeille, dans sa vie, peut fabriquer 7 grammes de miel. Donc on imagine le nombre de vies d'abeilles que ce seul cadre représente. Voilà. Et on va pouvoir se sauver. De retour chez lui, Joël va pouvoir collecter son miel. Et on va désoperculer, tout simplement. La petite resquilleuse, là. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Est-ce qu'on t'a permis de venir avec nous? Non. Ça m'est déjà arrivé de ramener avec moi une vingtaine d'abeilles, sans inquiétude, bon, c'était pas agressive. Et quand j'ai commencé à prélever, elles sont parties et elles sont revenues en grand nombre pour venir récupérer leurs biens. C'était un peu gênant. On glisse dans la centrifugeuse. Mais il ne nous reste plus qu'à tourner la manivelle, en espérant qu'il en coule assez. Ça coule, on entend le petit bruit. Voilà. Nous avons donc des cadres qui se sont nettement allégés. Il y a toujours la cire et il n'y a plus de miel, ou très très peu. Mais on va leur rapporter ces cadres afin qu'elles finissent de le lécher, de consommer ce qu'il y a et de recolmater et de recommencer l'opération. Et donc on va voir si ça coule. Hein. Oui, voilà le miel brut, non filtré, non décanté. On voit qu'il y a des petits grains, il y a encore des petits morceaux de cire qui sont avec. On va le faire décanter 48 heures afin que les impuretés remontent. Il est délicieux, vraiment. Qui l'eût cru? Un peu de matériel, une parcelle de terrain, et tout le monde peut devenir apiculteur amateur. Voilà, le pot est plein, hein, sinon ça va déborder. Rendez-vous dans votre cuisine, Joël. On a hâte de déguster votre recette de cochon au miel. On retrouve Angélique, notre guide à l'Office du tourisme de Langres. Passionnée de vieilles pierres, elle nous emmène visiter l'abbaye d'Aubrive, l'un des plus beaux sites de la région. Elle est accueillie par Alexia Volo, la propriétaire des lieux. Alexia. Salut Angélique, ça va? Ça va? Ouais. Oui. On vient pour une petite visite. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir en premier? Peut-être le reste de l'église médiévale, qui nous reste de plus ancien. Hein, on commence par le début, c'est quand même le plus intéressant. L'abbaye d'Aubrive a été bâtie en 1132 par des moines cisterciens. Reconstruite au XVIIIe siècle, elle conserve encore quelques traces de l'époque médiévale, comme cette ancienne chapelle. On est dans ce qui nous reste de plus ancien à l'abbaye d'Aubrive, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien, puisque les moines, quand ils bâtissaient l'abbaye, commençaient par l'église. Alors on est vraiment dans une architecture médiévale, hein, d'inspiration romane, avec des ouvertures en plein cintre. On est dans un esprit cistercien, puisqu'on a des murs qui ne sont pas enduits. Les cisterciens étant des lettrés, Saint Bernard estimait qu'ils n'avaient pas besoin de la vie du Christ peint sur les murs pour connaître la vie du Christ. Il était mieux de lire les saintes écritures. Autre règle d'or des cisterciens, la vie en autarcie. Pour cela, ils s'installaient systématiquement près de sources d'eau. À Aubrive, les moines iront jusqu'à détourner le cours de la rivière pour assurer leurs besoins domestiques. En réalité, le cours originel de l'Aube passait au milieu du cloître. Et comme les moines voulaient installer tout leur système hydraulique, eh bien, ils ont détourné le cours de l'Aube sur le côté sud du vallon, qui passe aujourd'hui ici, donc. C'est-à-dire que l'eau devait arriver courante au sein de l'abbaye et être évacuée ensuite à la rivière. Depuis la période monastique, l'abbaye d'Aubrive a eu 1000 fonctions. Au XIXe siècle, elle est par exemple muée en filature de coton. Et plus surprenant encore, en prison pour femmes. En fait, il s'agit d'un demi-étage qui servait de petit cellier à la période monastique. Et la prison, à partir de 1856, a trouvé très pratique de réutiliser ces celliers pour en faire les cellules d'isolement. Ce qui fait que ces cellules sont relativement vastes, même s'il n'y avait qu'une prisonnière à la fois par cellule. L'une de ces cellules a jadis accueilli une illustre prisonnière. Louise Michel, célèbre militante anarchiste et figure de la Commune.
sera détenue 20 mois à la prison d'Aubrive. Et on sait qu'ici, par exemple, elle a cherché à éduquer les prisonnières qui étaient pour la plupart illettrées et elle essayait de les aider. Alors en leur donnant des notions de lecture et d'écriture, mais également en écrivant des lettres pour essayer d'intercéder en leur faveur. Donc elle pouvait être très vindicative par certains côtés et en même temps très humaine et aider ses sœurs de cellules de manière complètement altruiste. Et la dernière reconversion de l'abbaye d'Aubrive n'est pas la moins originale. L'endroit accueille aujourd'hui un musée d'art contemporain. Une vingtaine d'artistes singuliers y sont exposés pour le grand étonnement des touristes de l'abbaye. Et des raisons de s'émerveiller, il n'en manque pas dans le pays de Langres, que l'on surnomme également le pays des 4 lacs. La Lièze, la Mouche, la Vingeanne, et voici le lac de Charmes. Nous y retrouvons Jean-François, notre fou de nature, qui pour une fois a abandonné ses chemins forestiers le temps d'une balade en canoë avec Emmanuel. Salut Manu. Salut Jean-François. Ah Impeccable. okay. On part en canoë? On y va. Emmanuel Drouot, c'est le guide de pêche du lac de Charmes. Je vais te passer un gilet. Je vais en mettre un aussi. Je te tiens le bateau. Installe-toi bien. Là, t'es bien. Les pieds dans les cale-pieds. Allez, et je te rejoins. On va se rapprocher un petit peu de la tour de prise d'eau et je vais te parler de la construction de cette digue de 360 mètres de long. Une digue, car le lac de Charmes, comme les 3 autres autour de Langres, est en fait un lac réservoir. Il a été creusé à partir de 1902 pour alimenter le canal de la Marne, censé acheminer le minerai de fer vers le nord. À cette époque-là, tu te doutes bien qu'il n'y a pas de machine, ou quasiment pas. Et tout se fait à la pique, à la pelle, à la pioche, avec des contingents d'hommes très très importants qui vont venir ici. Il y a énormément de travail. Il va falloir construire ces 4 lacs réservoirs, il va falloir creuser le canal. Ça mord ? Non. Le lac de Charmes n'est pas le plus grand lac du pays de Langres, mais c'est assurément le plus réputé pour la pêche. Jean-François, je te propose d'aller voir Cédric, là je le vois au coin. On va aller voir s'il a pêché ce matin. Cédric, c'est un fin pêcheur. Hein. Salut Manu. Bonjour Cédric. Tu nous as pris quelque chose? Ouais, bah vous tombez bien. Je vois que le filet est à l'eau. Je vais vous montrer quelque chose. Tiens, je viens de prendre quelque chose là ce matin. C'est un silure. Ah, super. Ah oui, il y a de belles tailles en plus. Alors, notre silure, qui est pas content là, a énormément de mucus sur son corps. Donc, c'est très difficile de le tenir. Le seul endroit, c'est de le prendre par là. Alors, jeune poisson, hein, même s'il fait à peu près combien? 1m30? Il doit faire 1m25 à peu près. Pour quel poids? Environ dans les 24-25 kilos. Dire que ce n'est encore qu'un bébé. Ce monstre d'eau douce peut vivre 80 ans et à taille adulte, il devrait mesurer 2,50 m pour 100 kg sur la balance. Ça fait encore plus réfléchir d'imaginer des bestiaux comme ça dans le lac. Bon alors attention, hein, il est pas méchant pour l'homme. C'est un poisson, disons, qui est très nerveux, très très puissant, donc très recherché par les pêcheurs et on va le remettre à l'eau. Hein. C'est beaucoup mieux, c'est un respect pour la nature et puis on le reprendra peut-être un jour, ça nous fera du plaisir. À dans 10 ans. Ouais. Tu prends des précautions avant de le remettre à l'eau? Ouais, il faut bien l'aérer en fait. Mais bon là ça va, il a l'air d'être bien dynamique encore. C'est un poisson qui peut supporter en fait être hors de l'eau assez longtemps. Dans les étangs où il n'y a pas beaucoup d'eau, il peut s'envaser et il peut durer au moins 3-4 heures sans vraiment respirer comme un autre poisson. Je pense qu'il va partir rapidement. Pendant que notre silure retrouve les profondeurs, Emmanuel et Jean-François sont remontés dans leur canoë, à l'affût cette fois d'un autre genre de faune, les oiseaux aquatiques.
Ouais, à droite, regarde, il a le poisson dans la gueule. Celui qui est plus foncé là-bas, il a un poisson dans la gueule, le grèbe-huppé, hein, qu'on appelle aussi le patin-cul. Et il y a les petits qui lui courent, qui rappliquent. Ça y est, un petit vient de saisir le poisson et il est en train de l'engamer là. On voit son cou là levé. Ouais, on a 2 grèbes là-bas. Mais regarde, les hérons cendrés là-bas. On a la chance d'avoir sur le lac de la Lièze une héronnière. C'est l'endroit où ils viennent se reproduire. Là, il se tourne, il va s'envoler bientôt. Là. Et il va faire envoler le deuxième. Ouh, il est pas content là, t'entends? Tu l'as entendu gueuler là, comme il est pas content? Tandis que Jean-François et Emmanuel continuent tranquillement leur balade ornithologique sur le lac de Charmes, retour sur la terre ferme, à Langres plus précisément, avec David Covelli. Ici, tout le monde connaît David, le meilleur guide de la ville. Mais il y a plus illustre encore que notre charmant accompagnateur. Nous voici devant la maison natale du plus célèbre des Langrois, donc Denis Diderot. Il est né ici, le 5 octobre 1713, au premier étage de cette maison. Il a passé toute son enfance en face, à quelques mètres de sa maison natale. Il est resté à Langres une quinzaine d'années, puis ensuite il a continué ses études à Paris. Un enfant de Langres devenu philosophe des Lumières, voilà qui valait bien une statue en son honneur, et pas sculptée par n'importe qui. Elle est due à Bartholdi, qui a également réalisé le Lion de Belfort et la Statue de la Liberté. Et ultime clin d'œil de son désaccord avec la religion, la statue tourne le dos à la cathédrale qui se trouve à 150 mètres. Et cette cathédrale, snobée par le philosophe de bronze, c'est Saint-Mamès. Elle témoigne de la longue tradition religieuse de la ville de Langres. D'ailleurs, s'il avait exaucé les vœux de son père, Diderot serait devenu chanoine. Alors, quand l'enfant du pays se met à critiquer ouvertement la religion, il fait l'unanimité contre lui. La preuve de ce désamour se trouve au musée Diderot de Langres. David nous y envoie rencontrer Olivier Caumont, son conservateur. Ici même, le plâtre original de la sculpture d'Auguste Bartholdi, 1884. 40 ans auparavant, un autre sculpteur, Joseph Liscornel, propose une autre sculpture. Et cette sculpture va être refusée par les Langrois qui ne veulent pas voir dans la ville une représentation du philosophe athée et matérialiste. Nul n'est prophète en son pays. Diderot n'était pas le bienvenu à Langres et n'y reviendra que 5 fois avant sa mort. Cette mésentente, le philosophe la doit en grande partie à ceci. La fameuse encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, le plus grand livre du XVIIIe siècle par la taille et par l'ambition éditoriale. 20 millions de mots, 72 000 articles, 2880 planches d'illustrations. Voici peut-être le plus grand trésor de Langres, l'édition originale de l'encyclopédie. Diderot mettra 20 ans à l'achever avec l'aide de d'Alembert. D'illustrations. Dans ce livre, il y a la plus grande réunion d'informations de tout le siècle des Lumières. Et par ailleurs, l'intention pour Diderot et pour son ami Jean Leron d'Alembert d'inclure dans l'ouvrage des éléments de contestation philosophique, politique, religieuse de la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, le père de l'encyclopédie fait la fierté de ses concitoyens. Impossible de passer à Langres sans croiser le nom de Diderot. Autre fierté des Langrois, une industrie coutelière de renom, implantée dans la région depuis le XVe siècle. À noter pour la petite histoire que le père de Diderot était lui-même coutelier. Plus de 3 siècles plus tard, une poignée d'artisans fait perdurer ce savoir-faire. Angélique nous emmène dans l'atelier de l'un d'entre eux. Alors, on vient rencontrer Philippe Bernard, un coutelier installé du côté de Nogent, dans un petit village. Et on va voir, je crois qu'il est en train de travailler. Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour, Ça comment va va? Très bien. En plein travail? Bah oui, je suis en train de faire des nojentais. Alors qu'est-ce que c'est le nojentais alors? Ah, le nojentais, c'est un couteau régional qui a été créé sur le bassin nojentais par les membres de la confrérie du bassin coutelier nojentais. Cette confrérie, dont fait partie Philippe, tente de sauvegarder le savoir-faire coutelier de la région. Pour cela, elle a imaginé un couteau très reconnaissable.
On reconnaît la gueule à cause de son abeille. Le Nogentais, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc on a trouvé le moyen de faire 2 matières, et la jonction des 2 matières représente le N de Nogent. Voilà. Le grand-père, puis le père de Philippe, fabriquaient déjà des couteaux dans cet atelier. En 3 générations, les gestes n'ont presque pas changé. Alors, je me mets par là, je vais prendre un outil tout à fait rudimentaire. Ça, normalement, c'est une perceuse à main, mais qui me sert à tarauder. J'ai un tarot qui est juste au bout. Je le fixe dessus. C'est vrai qu'à l'époque d'Internet et du laser, ça fait drôle de voir ça. Prochaine étape, c'est l'assemblage des platines, du ressort et de la lame, par rivetage. Donc là, on va mettre l'axe qui va aller sur la lame. Donc là, on a déjà la manipulation qui est déjà voilà, possible. Il a déjà une belle forme. Et on va faire le rivetage. Il est riveté. Et ce que je disais tout à l'heure, l'acier, en le rivetant, vient se mettre dans le petit cône que j'ai fait tout à l'heure à la perceuse. Et comme ça, il ne peut plus aller ni dans un sens ni dans un autre. Une heure de travail et le Nogentais est fini. Reste la touche finale. Donc on l'aiguise sur une pierre de coticule, comme on appelle ça, qui se trompe à l'eau. C'est une pierre très douce qui permet de faire un fil, le fil de la lame le plus fin possible. Et c'est terminé. Il coupe. C'est du beau travail. Des couteaux comme celui-ci, Philippe peut les personnaliser avec du bois noble, voire des matières plus exotiques. On peut faire les manches, imaginons en dents de phacochère, en ivoire de phacochère. Ouais, c'est original. On peut faire ça aussi, peu de monde s'en rend, mais avec du mammouth. Ce qui est plus rare. De l'ivoire de mammouth. On n'en trouve plus guère. Disons les mammouths, oui, mais les défenses, si. On en trouve autant qu'on en veut. Disons, en Sibérie, on en trouve énormément. De l'ivoire de mammouth, rassurez-vous, rien d'illégal là-dedans. Alors si vous rêvez d'un couteau unique, confectionné dans le respect d'un savoir-faire ancestral, n'hésitez pas à pousser la porte de l'atelier de Philippe. Retour au restaurant de Joël. Direction la cuisine. Alors voilà la bête. Notre chef a reçu l'ingrédient principal de sa recette. Le voilà fin prêt à nous préparer son fameux cochon braisé au miel et au vin rouge. Avant tout, il lui faut découper un morceau bien particulier. Là, on voit bien apparaître le morceau bien connu, la côtelette de porc. Mais là, on va la cuisiner entière avec cette partie grasse qui va la protéger pendant la cuisson en fondant lentement. On va lancer la cuisson de notre cochon au sein doux. La douce mélodie de la viande saisie. À la fois pour le goût et la couleur, on va utiliser du vin rouge, le vin rouge local, le pinot noir. Et la touche finale pour l'appellation, c'est quoi déjà comme porc? Au miel. Le voilà. Fluide, à souhait. Voilà. Donc on va enfourner ce filet de porc avec coane et os, au miel et un petit peu au vin rouge, local, au pinot noir, pour les 8 prochaines heures. À 80 degrés pour 8 heures. 8 heures plus tard, notre cochon a changé de couleur. Ça sent déjà très bon, mais ce n'est pas fini. Il nous reste à préparer la sauce. Un petit caramel très rapide. Juste ajouter le jus de cuisson. Mais il y a une présence sucrée, mais pas forte du tout. On va dire qu'elle est prête. Et on va
On va voir tout de suite. Une sauce au miel, c'est un peu plus moderne que ce que faisaient nos grands-mères, mais ça reste les produits authentiques de notre terroir, d'où on sait d'où ils viennent et que l'ensemble de la production fasse vivre aussi le pays. Pointe de persil, un petit bout de romarin. Voilà. Bon appétit, messieurs, dames. Merci Joël, on en salive d'avance, ça a l'air délicieux. Quant à nous, poursuivons notre exploration du pays de Langres. Jean-François, notre randonneur, nous emmène cette fois sur les sentiers de la forêt d'Aubrive, non loin de l'abbaye. C'est Jean-François. Ça va bien et toi? Très bien. Bon. Jean-Yves Goustio est animateur nature. Il a préparé une petite surprise à Jean-François. Et du soleil. On va prendre Réba et Alphonse. Ok. Hein, on va aller les chercher. Salut les animaux. Des ânes. Voilà donc nos surprenants compagnons de route. Allez, viens. Viens là. Allez, Réba. Fais pas ta tête de mule. Mais pas question de monter sur leur dos. Réba et Alphonse sont des ânes bâtés. Ils vont transporter les affaires de Jean-Yves et Jean-François jusqu'à leur destination. Voilà. Un lieu insolite au cœur de la forêt domaniale d'Aubrive. Pas la peine de serrer comme une brute. Voilà. Et donc là, notre âne est chargé, il est prêt à partir. Super. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. L'âne s'emballe, ça te Pour sa première balade avec un âne, Jean-François a un peu de mal à se faire obéir. Alors t'es plutôt convaincu par la balade avec les ânes, Jean-François? C'est vachement bien, ça permet d'apprécier une randonnée avec un compagnon à quatre pattes qui est un peu têtu, surtout quand on a affaire à Alphonse, qui ne pense qu'à manger, mais c'est un plaisir. On dit que l'âne, c'est un anarchiste qui accepte de passer quelques instants avec toi. Ça résume assez bien son état d'esprit. Ici, après l'âne, c'est la nature qui commande. Nous sommes au cœur du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. L'idée, faire de ces 200 000 hectares un laboratoire de préservation de la nature. Ouverture prévue en 2017. Donc voilà ce que les forestiers appellent une chandelle. Donc c'est un arbre cassé et puis qui va dépérir sur pied, puis un jour s'écrouler. Et en fait, ces arbres morts représentent à peu près 30% de la biodiversité de la forêt. Donc ils sont très importants pour toute la faune qui va manger l'arbre dépérissant au sol. Et généralement, donc, ces arbres-là sont marqués d'un triangle bleu, ce qui veut dire que l'arbre est protégé. Quelque part, il donne la vie. Et quelque part, il va donner la vie parce que tout ça, c'est le futur terreau de la forêt. Encore quelques kilomètres, et nos deux guides arrivent à leur mystérieuse destination. Il est temps d'attacher Alphonse et Réba pour prendre un peu de hauteur. Voilà, donc on arrive au nid d'Amoret, les nids perchés. Des cabanes comme celle-ci, il en existe plusieurs au cœur de la forêt. Ouverte à tous, c'est le lieu idéal pour passer une nuit à la Belle Étoile. Donc c'est un accès par une trappe intérieure. Et puis là, on peut ouvrir la cabane, c'est-à-dire tirer les rideaux. Voilà, vous la perchez. Et là, tu découvres le paysage. On est dans une pente et que du coup, sans être très haut sur la cabane, on domine quand même tout le vallon. L'idée, voilà, c'est de venir passer une nuit dans un endroit très sauvage, très sympa, au beau milieu de la forêt, avec tout ce que ça représente, tout l'imaginaire qu'il peut y avoir derrière. La nuit, ça bouge tout autour, même un petit animal comme une souris, un hérisson qui se balade sous la cabane. Et tout de suite, on a plein d'images qui nous viennent en tête, qui sont liées à nos vieilles peurs ancestrales. Souhaitons bonne nuit à nos deux amoureux de la nature. Si vous souhaitez passer une nuit dans un cadre original, sachez que le pays de Langres en regorge. Vous pouvez compter sur Angélique, notre charmante guide, pour vous dénicher des chambres d'hôtes insolites, comme c'est le cas de la maison de Bruno. Bonjour Angélique, bienvenue au moulin. Il y a 3 ans, Bruno a quitté son emploi pour créer son établissement dans un moulin du XVe siècle. Où on va pouvoir voir fonctionner le moulin à huile. La salle à manger a conservé l'esprit de l'époque, mais voici la pièce la plus fascinante. Donc là, on se trouve
à côté donc de la meule qui servait à faire de l'huile, tout simplement, écraser la graine de navette. La particularité donc de ce moulin, c'est que quand nous avons acheté la propriété, les anciens propriétaires ont éteint la lumière. Ils ont donc laissé tous les instruments, toutes les machines en état. Et puis, si vous choisissez d'y passer la nuit, l'hôte se fera un plaisir de vous faire une démonstration de ce mécanisme vieux de 3 siècles, mais en parfait état de marche. Donc on est à côté de l'aplatisseur qui servait à éclater la graine donc, de la navette qui était une petite graine noire qui était l'ancêtre du colza. Donc après on prenait la mouture qui se trouvait dans la partie inférieure, ici, on l'acheminait sous la meule qui est ici, et puis il suffisait tout simplement d'enlever la goupille et d'embrayer un coup sec, et on vient mettre en mouvement effectivement la meule. Une fois écrasée, la graine était chauffée avant de passer au pressoir. Et ensuite, on venait tout simplement presser avec la barre qui est là. On pressait. L'huile s'échappait par le petit orifice dans le décalitre. Puis, on le mettait dans les bidons à huile. On a l'impression, quand on montre tout ça, que c'est le Moyen-Âge, mais en réalité, il y a 50, 60 ans, on était en plein dedans. J'ai des gens qui sont venus ici visiter, des anciens, qui m'ont dit qu'ils étaient descendus dans la cour avec le cheval et la calèche et le grand-père, amener la navette pour faire de l'huile de navette. Depuis 50 ans, ce moulin ne fabrique plus la fameuse huile de navette, mais vous pourrez toujours la goûter à la table de Bruno. L'huile de navette, donc très fruitée, très colorée, on la voit, on voit sa couleur dorée. Vous pouvez la prendre en salade, aussi bien en salade que pour faire cuire des pommes de terre à la poêle, tout simplement. Donc c'est une huile comme le colza qui peut aussi bien être chauffée que pas chauffée. Voilà. Si vous avez envie de découvrir les secrets de la fabrication de l'huile de navette, venez rendre visite à Bruno. Vous saurez tout du fonctionnement d'un moulin à huile. Retour dans la ville de Langres pour y découvrir une autre de ses curiosités. Pendant des siècles, les habitants de la cité n'avaient d'autre choix que de gravir à pied les 130 mètres de dénivelé entre la vallée et la ville haute. Le salut est venu de ce petit train à crémaillère, la première créée en France. À Langres, on l'a surnommée la Zouille, du nom d'un monstre imaginaire qui faisait, dit-on, autant de bruit que le gros wagon d'acier. Après près d'un siècle de bons et loyaux services, la Zouille tombe en désuétude, s'arrête et manque de partir à la casse. Mais c'était sans compter sur Jean-Pierre Gerfagnon, un amoureux de la crémaillère de Langres. Eh bien voilà, nous montons dans la crémaillère, plus communément appelée la Zouille. Avec quelques amis, Jean-Pierre a restauré la Zouille dans son état d'origine. Elle ne roule plus, mais il est possible de la visiter. Nous sommes ici dans les secondes classes. Alors ici nous arrivons dans le local où on pouvait déposer son vélo. Donc ils étaient suspendus par la roue avant. Ici nous avons un poste de conduite. La première crémaillère qui existait, c'était une locomotive à vapeur qui traînait derrière elle un wagon. C'était très utilisé par les commerçants pour faire monter leurs marchandises. C'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Mais les souvenirs, eux, sont encore là. Moi, j'ai connu la crémaillère. Donc, je l'ai prise dans les années 65, 66, 67, en sachant qu'elle s'arrêtait en 71. On allait donc à la Liège, qui se trouve juste en face. Donc, on descendait à pied, puis le soir, on prenait la crémaillère. Ou des fois, c'était l'inverse. Voilà. Un peu l'histoire de cette crémaillère qui nous tient bien à cœur. Aujourd'hui, pour passer de la vallée à la ville haute, il existe un moyen de transport plus moderne, un ascenseur panoramique. Un bon moyen pour atteindre rapidement le sommet. Reprenons la route avec Joël, notre cuisinier passionné des produits du terroir. Ce dernier a décidé de nous parler de prunes et de mirabelles, mais pas question d'en faire une tarte. Alors là, on est à Millières et on va chez la distillerie de Corse. C'est les seuls distillateurs du pays de Langres pour nos alcools blancs. Et je viens chercher les alcools pour l'auberge. Bonjour. Bonjour Joël. Voici Jean-Guillaume. Depuis 2002, il a repris la distillerie fondée par son père. Donc aujourd'hui, on distille dans celui-ci de la Mirabelle et tiens, tu tombes bien, on va charger de la prune, de la Dama. Wow, la prune de Damas. Je savais même pas que ça se distillait encore. Eh si, ça c'est une variété de prune qui pousse sur le plateau de Langres. C'est un peu l'ancêtre de nos prunes actuelles. Sérieusement améliorée, elle est assez faible en sucre. Mais par contre, elle a un bon goût pour faire de l'eau de vie.
Avec 50 kg de prunes fermentées, Jean-Guillaume s'apprête à faire 5 litres d'eau de vie, grâce à cet alambic en cuivre presque centenaire. Suite à la fermentation, le sucre s'est transformé en alcool, mais pour extraire l'alcool du fruit, on utilise le procédé de distillation. Les vapeurs qu'on a tout autour, c'est de la vapeur d'alcool. Il y a de l'eau de vie dans l'air. On remet pour que la chaleur soit partout pareil. Donc là, en fait, on voit la vapeur blanche qui sort et on bouche. Hop. On met le couvercle et le col de cygne. Donc la vapeur monte dans le col de cygne, hop, redescend dans le serpentin. Donc là, on a une cuve d'eau froide où l'alcool va se condenser dans le serpentin et va sortir là. Donc là, on pourrait la boire, mais elle n'est pas assez raffinée, donc on la redistillera quand même. Une fois la deuxième distillation réalisée, c'est là qu'intervient la science du distillateur. Pas question de goûter. Une bonne eau de vie, c'est d'abord à sa limpidité qu'on la reconnaît. En penchant un petit peu le verre, on arrive à voir. C'est une question d'habitude, hein. Moi, je le fais d'instinct tous les jours. Il y a des fois, il y a des défauts et faut bien les éliminer, quoi. Mais là, c'est parfait, quoi. C'est parfait, ça. Parfait? Pas tout à fait. L'eau de vie sera vieillie 1 an avant la mise en bouteille. On va passer au meilleur des moments, à la dégustation. Donc, on va trinquer au Pays de Langres. Au Pays de Langres. Pays de Langres. À déguster, bien entendu, avec modération. Impossible de quitter le pays de Langres sans goûter à son fromage éponyme, le Langres, un fromage au lait de vache fondant auquel certains locaux vouent un véritable culte. Éric Masselier, grand maître de la confrérie du fromage de Langres, préside les dégustations. En l'an de grâce 2014 de notre ère, moi, Éric de Langres, grand maître de la confrérie, j'ai le plaisir d'ouvrir un chapitre exceptionnel afin de taster le fromage, qu'on me donne le fromage. Fondée il y a plus de 30 ans, la confrérie du fromage de Langres s'est battue pour obtenir l'AOP et la reconnaissance nationale de leur fromage adoré. Il est bien. Mes seigneurs, je vous confirme que ce Langres est digne de mon palais et de votre table. C'est le caviar des fromages. Il nous ravit, tout simplement, parce que c'est l'occasion, c'est le prétexte à des réunions conviviales, sympathiques et amicales. Et voici venir Joël, qui par l'odeur alléchée réclame sa part du fromage. C'est un fromage qui a du caractère, qui dégage des fois une odeur dans les frigidaires. On dit « Ah, quand on nous l'a pas. Ah, ça, oui !» Mais quand on l'a en bouche, tout en douceur. Hein? C'est un peu comme le climat langrois. Hein? On dit « Oh, c'est un peu rude, mais qu'est-ce qu'on y est bien hein? » Et bien là, quand on le mange, c'est pareil. Merci Joël. On n'aurait pas mieux décrit cet attachant pays de Langres. Si vous passez dans la région, allez donc déguster une tarte aux Langres à la table de Joël. Et que diriez-vous ensuite d'aller vous balader sur l'un des 4 lacs du pays des sources, avant peut-être de finir la journée perché dans les nids de la forêt d'Aubrive. Amoureux du bon vivre, de la nature et du patrimoine, vous savez désormais où passer vos prochaines vacances. Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on